Merci beaucoup, Anne. Alors, une antiquisante et un séismologue, géophysicien, géologue qui se mettent à parler d'Alexandre Dumas, c'est pas très sérieux tout ça. Mais quand on voit Dumas, on n'est jamais très sérieux. Vous le voyez déjà. Pourquoi Alexandre Dumas? Et bien parce que je suis d'origine roumaine et que j'ai grandi avec les Trois Mousquetaires et le vicomte de Bragelonne, etc. Et que j'ai passé mon adolescence avec le comte de Monte Cristo. Vous vous étonnez pas, je parle aux étudiants qui sont ici, qui vont venir avec nous à l'ETNA, qui sont dans notre séminaire d'Écrire le monde. Donc j'avais votre âge, où j'étais encore plus jeune, quand j'ai découvert les rues de Paris et je cherchais les auberges où d'Artagnan aurait pu manger et boire. Et j'étais étonnée de voir qu'il y avait quand même un problème dans le texte de Dumas, c'est-à-dire que les Français ne mangent pas autant. C'est plus tard que j'ai découvert les voyages de Dumas, parce que j'ai travaillé sur la mer Noire et donc j'ai lu ses voyages en Russie. J'étais un peu déçue de comprendre pourquoi ça passait pas trop bien avec la réalité, parce que Dumas écrit et réécrit, il exagère, il fait de la littérature à partir de ce que nous espérions en tant qu'archéologues, historiens, voir comme de la géographie historique. Eh bien, les gens qui ont fait des caricatures à l'époque de Dumas l'ont bien vu. Et vous voyez ici Dumas qui part tout jeune en Sicile. Et donc, il est en train de passer d'un seul pas un torrent de 25 pieds. Voilà, ce n'est pas forcément une blague, il fait de ces choses. Il écrit ses impressions de voyage. Impressions, mot intéressant parce que les impressions de voyage publiées par Dumas ne se lisent pas d'un seul trait. Il faut vivre l'impression, il faut vivre l'émotion et il faut comprendre donc comment il travaille avec les sentiments. Et ça ne se voit pas bien ici, mais ce qu'il emporte avec lui, c'est toujours la bonne blague. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous parler aujourd'hui, chers étudiants de Dumas, parce que si Dumas, c'est un anti-exemple de ce qu'il faut faire quand on fait le devoir que vous devez nous rendre pour le séminaire d'Écrire le monde, le devoir scientifique, eh bien, si vous voulez passer bien dans la société, si vous avez des moments difficiles dans votre carrière, lisez Dumas, lisez le Speronare, et vous allez apprendre, et c'est ma conclusion, ça va être ma conclusion, comment se comporter quand on n'est pas reçu à l'académie. Ce n'est pas le cas de M. Poirier, qu'on salue ici, mais il a dû voir pas mal de monde qui n'ont pas été reçus à l'académie, et on va voir tout de suite ce que Dumas raconte à propos de ça. Donc, c'est une bonne leçon, le Speronare, et c'est pour vous, mes chers étudiants. Dumas et la Sicile, donc le voyageur qui exagère les choses, qui voilà, emporte son chapeau, qui le perd aussi, comme Goethe, vous avez entendu, qui apporte sa blague, et Dumas qui se prend pour un politicien, peut-être quand même un peu plus qu'il n'est, parce que déjà dans 1835, quand il est allé en Sicile, il avait quelques amis politiques, il n'a pas eu la permission d'entrer dans le royaume des deux Siciles, et il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Et dans différents moments de sa carrière, il raconte de manière différente, plus ou moins héroïque, ce fait qu'il s'est fait passer par un membre de l'école artistique de Rome. Dumas, qui est un polygraphe, il écrit beaucoup et les caricaturistes de l'époque l'ont bien vu avec une mythologie moderne. Ce n'est pas un hasard parce qu'on va voir tout de suite comment Dumas fait de la mythologie. Je vous ramène comme à ma chapelle antiquisante et on voit ici le tonneau des Danaïdes. Donc, vous savez, ces filles qui remplissent un tonneau et qui n'a pas de fond, eh bien, c'est l'encrier de Dumas. Il n'y a pas de fond, il branche tout le monde, il fait travailler des écrivains pour lui parce qu'il vit de son écriture. Eh bien, notre cher Dumas, il publie et républie pour faire dire, dans cette belle caricature des romantiques, que donc, le coq de la Méditerranée, republiant les réimpressions de ses impressions de voyage. Vous voyez, un beau jeu de mots. Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Tout d'abord, je vais vous raconter un peu ce que j'ai compris des techniques de Dumas pour faire passer ses impressions de voyage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un écrivain lu? Et c'est encore une bonne leçon donc, pour nous qui, dans l'académie, n'écrivons pas très bien. Comment il faut raconter les choses, à partir de quels matériaux et à quelle finalité, comment on manipule l'information. Ensuite, je vais lire avec vous quelques points du voyage sur l'Etna, chapitre 9 du Speronare. Et enfin, on va finir avec une explication. Pourquoi tout ça? Pourquoi toute cette mythographie moderne? Eh bien, le voyage en Sicile de Dumas fait partie d'un grand projet grandiose de voyage, d'histoire générale de toute la Méditerranée qui ne s'est jamais réalisé.
comme il n'avait pas d'argent, il faisait des appels à fonds. Il a eu une petite bourse du gouvernement français, mais finalement, il n'a pas pu faire son voyage. Et ce n'est pas seulement qu'il a réduit toute la Méditerranée à l'Italie, mais il a réduit toute l'Italie, en fait, à le morceau oriental de la Sicile. Vous voyez ici donc une carte de son voyage en partant de Naples et à partir du sud, retournant tout de suite à Palerme. Donc, il n'y a même pas un vrai voyage, un tour de la Sicile. Ensuite, sur l'ENA, ce qu'il fait, c'est très banal. Il monte à partir de Nicolosi par la Casa del Bosco ou Casa della Neve, la Casa Inglese et au cratère qui existait de son temps et que Pierre Briol a mis ici en carte sur la carte contemporaine de Sertorius. Vous allez être déçus en lisant cela parce que le voyage de Dumas n'est pas le voyage de Dumas. En fait, il réécrit, mais parfois mot à mot, des voyages strictement contemporains. Donc, il n'allait pas chercher très loin. Hein, c'était pas, et en particulier, ce Marie-Théodore Renoir, vicomte de Pussières, il est réécrit fait par fait, presque mot par mot, phrase par phrase. Il est condimenté avec un peu de Joseph-Antoine de Gourbion, Voyage critique à l'Etna, donc légèrement antérieur. Et ensuite, point par point, vraiment exactement comme des condiments, il prend des petites choses chez Francesco Ferrara ou encore dans un dictionnaire topographique de la Sicile ou quand il s'agit des éruptions de l'Etna à Catane de Ignazio Paterno Castella. Donc, on s'élève dans le style hésiodique, épique, etc. Donc, est-ce que c'est un compilateur? Oui, mais un compilateur de génie du point de vue littéraire. Pourquoi? Parce que dès la première phrase, il annonce la note. C'est l'ascension toujours pénible, souvent dangereuse que nous allions tenter. Donc voilà, on se prépare déjà à l'épopée. Et comment il fait de l'épopée alors que lui-même, le pauvre, à peine peut-être un peu mieux que Goethe, est allé au cratère, en mettant à l'intérieur des histoires des autres. Et d'autres histoires qu'il sait rendre de manière magnifique, comme une histoire de l'île Giulia, c'est une île volcanique qui était apparue au large de la Sicile en 1831, sur laquelle il y avait des informations dans la presse, et il a lu un rapport de Carlo Gemellaro, qu'il a une conférence présentée à l'université. Je vous passe la conférence à l'université qui est conservée. Qu'est-ce qu'il a fait Dumas à partir de cela? Il prend l'information géologique. L'île Giulia, sortie du fond de mer, est apparue à sa surface. Elle avait 2 lieues de tour, des montagnes et des vallées comme une île véritable. Elle avait jusqu'à une fontaine. C'est vrai que c'était une fontaine d'eau bouillante. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il met en scène le jeu la dispute entre Britanniques et Napolitains siciliens sur cette île, avec plein de stéréotypes politiques et ethniques qui parlaient aux gens de son temps. Et le premier qui passe, bien sûr, c'est le vaisseau anglais, parce qu'on est dans la pleine conquête britannique de la Méditerranée, la colonisation anglaise. Voilà, le capitaine étonné de voir une île à l'endroit où sa carte marine n'indiquait même pas un rocher. Les Britanniques sont précis, ils prennent tout de suite possession des lieux qui correspondent à leur carte. Donc, tout de suite, il prend la latitude, il reconnaît qu'elle était située sur le 38 degrés de latitude. Elle avait des montagnes et des vallées, une fontaine de bouillante, des descriptions précises. Et il part, et avant de partir, il prend possession de cette terre au nom de Sa Majesté britannique en plombant son drapeau. Viennent les Napolitains avec les Siciliens, voilà, qui est lui aussi étonné, mais le Napolitain, en prudent, à la différence de ces Siciliens qui sont sur son bateau, n'est-ce pas? Il voit ce qui se passe, il envoie les Siciliens et il rapporte le drapeau anglais. Mais quel est le rapport du capitaine napolitain? Déclara qu'il en prit possession au nom du roi de Sicile, la nomma l'île San Ferdinand, donc pas Julia comme les Anglais d'après le mois de juillet quand elle a été trouvée. Voilà. Il revient à Naples, il demande une audience au roi, et il dit qu'il a trouvé une île de 10 lieues de tour, donc pas 2 lieues, toute couverte d'orangers, de citronniers, de grenadiers, dans laquelle se trouvait une montagne haute comme le Vésuve, une vallée comme celle de Josaphat, et une source d'eau minérale où on pouvait faire un établissement de bancs plus considérable que celui d'Ischia. Voilà, je ne vais pas m'attarder par amitié pour nos collègues siciliens ou napolitains, sur les stéréotypes. Eh bien, ensuite, on a le conflit que Dumas met en scène entre les deux gouvernements donc le gouvernement britannique qui s'enferme à son tour. C'était le relais qu'il cherchait depuis si longtemps sur la route de Gibraltar à Malte. Il nomme un vieux lieutenant de frégate qui arrive à chercher, parce qu'il doit prendre possession de son domaine. Et en fait, il se rend compte que l'île avait déjà
disparu. Des stéréotypes, donc des exagérations, des approximations, des erreurs. Le stéréotype du savant. Quand j'ai découvert ce texte de Dumas, c'est parce que je suis allée à l'ETNA et parce que j'ai découvert moi aussi un nouveau Empédocle comme Dumas, un nouveau Mario Gemellaro et qui est Pierre Biriol, que vous allez découvrir, nos étudiants qui viennent en stage avec nous, donc un Empédocle moderne, plus sage que l'ancien. Faites attention à vos chaussures, on ne l'enterrera pas avec ses 2 pantoufles. C'est sûr parce que Pierre a des bonnes chaussures et c'est aussi un conseil pour vous qui venez avec nous sur l'ETNA. Donc, Gemellaro, Mario Gemellaro, depuis 60 ans, la montagne n'avait pas fait un seul mouvement que M. Gemellaro ne se fût mis aussitôt à l'étudier. Le cratère n'avait pas changé de forme, qu'il ne l'ait pas dessiné sous un nouveau aspect. La fumée ne s'était pas épaissie ou volatilisée une seule fois que Gemellaro ne tirait de son assombrissement ou de sa ténuité des augures que le résultat n'avait jamais manqué de confirmer. Mais on se met aussi avec, un peu dans le mythe. Et il y a une référence ici un peu surprenante que je vais vous expliquer tout de suite, parce qu'on voit la comparaison, c'est-à-dire on localise en fait le mythe de Deucalion le Pyrrha du déluge universel à côté de l'Etna, avec une bonne blague pour ses contemporains, un peu critique par rapport à l'aristocratie française. Monsieur Gemellaro, qui est né à Nicolosie, pour s'être réclamé l'honneur de descendre en ligne droite d'une des premières pierres, donc de Deucalion et Pyrrha, jeter derrière. Donc après le déluge, laisserait bien, comme on voit, les Montmorency, les Rohan et les Noailles de Paris. Mais il y a aussi les Français qui sont stéréotypés dans ce dialogue avec Gemellaro. Et donc, quand Gemellaro voit Dumas avec son peintre Jadin débarquer chez lui sans nourriture, sans préparation pour monter sur l'Etna, qu'est-ce qu'il dit? Voilà bien les Français. Ce n'est pas un Allemand ou un Anglais qui s'embarquerait comme ça. Donc, voilà, la fleur au fusil, et donc sans préparation. Ce n'est pas le cas des étudiants qui viennent au stage. On continue avec des blagues sur les stéréotypes. Donc, il y a toujours le guininard, le voyageur savant, dès que Dumas ne trouve pas ce qu'il cherche dans les guides, dans ce monsieur de Bussière qu'il cite souvent, ou encore, plus douloureux peut-être, les stéréotypes sur les Siciliens, voilà, auxquels peut-être il croyait, c'était l'époque, donc ce n'est pas anachronique. 3 ou 4 villages sont sur la route de Catane en Nicolosie, pauvres, chétifs, souffreteux, peupleux de mendiants, comme tous les villages siciliens. C'est assez grotesque parce qu'on voit des autres voyageurs que ce n'est pas du tout le cas. Et celui qui va faire plaisir, parce que c'est encore donc de mon expérience comme postdoc en Allemagne, je savais que toujours les Italiens se moquaient des Allemands, donc c'est un stéréotype universitaire toujours tenant. Donc Dumas, c'est une autre histoire enchâssée, il raconte une histoire d'un comte de Véder qui, en 1806, aurait cherché le fameux monastère Saint-Nicolas le Vieux, et il arrive sur les ruines du monastère qui était occupé par des brigands. Et donc, il y a plein de quid pro quo, du langage germanisant, etc., mais que Dumas a piqué tel quel dans une traduction française d'après une histoire britannique qui apparemment n'a pas trop de lien, ou en tout cas pas de confirmation dans le monde allemand. Mais en tout cas, il met son paquet sur les Allemands, le savant à la manière des Allemands. Donc, tout ce qui arrive à ce pauvre Véder qui est moqué par les bandits, mais bon, qui échappe avec vie, grâce à la magnanimité du diable qu'il a rencontré tel Faust avec son Méphistolette, eh bien, donc, ce Véder, il était un savant à la manière des Allemands. D'où ça part, hein, du fait que les Allemands, bah, c'est comme ça, il avait lu une grande quantité de bouquins parfaitement oublié, de sorte qu'il pouvait, à l'appui de ses assertions, si erronées et ridicules qu'elles fussent, citer un certain nombre de noms inconnus qui donnaient une sorte de majesté pédantesque à ces paradoxes. Et donc, il avait lu un catalogue de bénédictins qui était complètement anachronique, d'où le fait qu'il arrive chez les brigands au lieu d'arriver au monastère. Dans tout ça, c'est toujours un peu d'héroïsme et un peu d'humour. Et ce qui est intéressant, c'est comment Dumas pioche dans des dictionnaires vraiment ennuyeux pour faire des choses drôles. Au passage, en faisant plusieurs erreurs, parce qu'il passe par des généralisations, il n'est pas toujours attentif à ce qu'il dit. Par exemple, Facello devient Farello chez lui. Et
ce qui est encore intéressant, c'est comment il traite une question de géographie historique. Enfin, ma chère géographie historique, je tombe sur ce qui m'intéresse. C'est la ville d'Inès. Daniel n'est plus là, mais en tout cas, c'est un débat entre les archéologues où pouvait se trouver cette ville antique d'Inès qui devait être à la Catane et à l'intérieur des terres. Et donc, il y a un débat qui dure encore aujourd'hui. Comment voilà, il y a la force de volume entre érudits de Catane, Taormine et Messine, voilà où se trouve cette ville. À mon retour à Catane, un érudit me demanda ce qu'en pensait l'Académie des sciences de Paris. Je m'approche de mon but. Je lui ai répondu qu'à l'Académie des sciences, après s'être longuement occupé de cette grave question où pouvait se trouver la ville antique d'Inès, avait reconnu qu'il devait exister deux villes d'Inès. Voilà, réconcilier tout le monde. Une était bâtie par les Naxiens, donc c'était au nord de l'Etna, et l'autre bâtie par les Sicaniens, c'est-à-dire de côté de Syracuse. Le savant frappa le front comme s'il se sentait illuminé d'une idée nouvelle, courut à son bureau, prit la plume et commença un volume qui, à ce que j'ai appris depuis hier, jetait un grand jour sur cette importante question. Voilà ce que fait Dumas de notre géographie historique. Mais généralement, il prend ses références, il ne se dérange pas trop en dehors de ces quelques dictionnaires. Il copie chez Renoir de Broussière. On voyait donc référence antique après référence antique. C'est vraiment du copier-coller avec une blague, toujours la bonne blague à la fin. Voilà, depuis l'éruption de 1781, Étain a bien eu quelques velléités de bouleverser encore la Sicile, mais c'était justement juste par respect pour lui-même pour conserver sa position de volcan. Et j'arrive à l'essentiel, en passant un peu vite, pour l'ascension invraisemblable de l'Etna. Parce que tout cela, ça paraît vraisemblable, mais en réalité, rien ne colle. Dumas part sur l'Etna, donc par une nuit qui nous parut au sortir d'une chambre bien éclairée d'une effroyable obscurité. Peu à peu, nous commençons à distinguer le paysage grâce à la lueur des myriades d'étoiles qui parsemaient le ciel. Donc, il y a bien les ciels. Je suis ici exactement sur le jour 6 du mois septembre 1835 avec le programme moderne. Mais ce que Dumas a oublié de dire, et Pierre l'a bien remarqué, c'est qu'il y avait la pleine lune. Donc, les étoiles n'étaient pas… Et en plus, il était bien derrière lui, donc l'obscurité n'était pas aussi obscure. Et voilà ce qu'il voyait en réalité, alors qu'il voyait ça depuis 6 heures du soir, bon, voilà, et jusqu'au matin, alors que M. Dumas nous dit voilà, que jusqu'à minuit et demi, c'était l'obscurité totale, et ensuite, ils doivent remonter, donc à partir de la Casa de la Neve. Pendant notre halte, le ciel s'était enrichi d'un croissant qui, quelle qu'en fût la ténuité, bon, la ténuité, suffisait cependant pour jeter un peu de lumière. Bon, bah, mon géographe historique, c'est pas moins intéressant parce que je vais chez M. de la Bussière et je comprends d'où il a pris cela. C'est qu'il s'est émerveillé, mais pour une ascension qui a eu lieu au 30 mai, donc à une toute autre saison. Les étoiles me paraissaient plus nombreuses, plus éclatantes. La voie lactée dessinée en large sillon de flammes sur le… Il a copié-collé en transformant à sa manière. Mais il n'y a pas de croissant d'une ténuité, du nombre, etc. Chez Bussière. C'est, je pense, une réminiscence de l'Énéide. Dans l'Énéide, quand on est en enfer, et j'arrive vers la fin de ma conclusion, pourquoi il invente tout ça, pour créer un sort d'enfer, eh bien, quand Énée se trouve aux enfers, qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans un antre quelque chose que, voilà, Virgile a eu un peu de mal, en fait. Ici, il dit, quelqu'un pense voir, parce qu'on ne peut pas vraiment voir la lune dans une grotte, mais voilà, il veut dire que quelqu'un a vu la lune au début du mois émergeant entre les nuages, dans le croissant très ténu. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est Didon, le fantôme de Didon qui apparaît devant Énée. Et vous savez que Didon s'est suicidé parce que Énée l'a quitté. Et quand Énée la retrouve aux enfers, il lui court après, mais Didon, voilà, disparaît tel le croissant, cette petite lumière de la lune neuve. Et c'est évidemment un passage très connu dans la littérature classique, très émouvant. Et donc, voilà la petite lumière de Dumas. On peut passer très vite par les autres points communs. Donc, la végétation, il y a toujours une exagération vers le paysage infernal. C'est-à-dire, il dit qu'il y a il y a très peu d'arbres. En fait, on voit aujourd'hui, même si la végétation ne montait pas aussi haut qu'aujourd'hui, mais il y a des arbres. Et ensuite, vous voyez ici les cartes de l'époque, il y avait quand même une bonne végétation. Et quand on compare avec Bussière, on voit vraiment qu'en fait, il y avait une forêt qui est tout à fait comparable avec celle d'aujourd'hui, mais avec d'autres altitudes. Mais chez
Pardon. Mais chez Dumas, donc, il y a très peu d'arbres. Ça colle bien avec Aîné aux enfers. Ensuite, il y a la ruine, le gel, la famine, la maladie, la vieillesse. Tout cela apparaît dans la description des sensations, des impressions de voyage sur l'Etna. Et on voit comment il transforme, toujours à partir de Bussière, ce que, par exagération, ce que Bussière dit. Donc, on est ici à la Casa del Bosco. Et il dit, Bussière dit qu'il y avait un misérable toit, et on voit ça sur des images plus tardives, en fait, du 19e siècle. Mais un misérable toit devient sans toit chez Dumas. Parce que tout ça, ça fait penser à la ruine, ça fait penser aux enfers, ça fait penser à cet imaginaire faustien de diable, de Satan, etc. Ensuite, la neige. Là, il y a beaucoup de contradictions dans le texte de Dumas. Tout d'abord, quand il est à Catane, il dit qu'il n'y a pas de neige sur l'Etna au début du mois de septembre. Mais ensuite, il arrive à dire que la neige lui arrivait jusqu'à la mi-jambe quand il est près du cratère. Pourquoi? Parce qu'il a copié chez le voisin. Donc voilà, encore une fois, c'est pas bien de copier chez le voisin. Et parce que le voisin, en fait, il était allé sur l'Etna au mois de mai, quand il y a encore la neige, et il n'a pas fait le lien. Donc voilà, là, c'est copié mot à mot, la plaine de neige, Pianura del Frumento. Mais pour vous montrer à quel point il copie mal sur le voisin, c'est que quand il est à Catane, il traduit cette succession des étapes des trois zones de l'Etna, et il dit qu'à un moment donné, après les sables, les oasis d'oranger, donc la première zone, ensuite la forêt, donc les fleuves de lave, il arrive à des tapis de moisson. Tapis de moisson après la lave sur l'Etna, eh bien, c'est Pianura del Frumento qu'il a mal traduit avant de comprendre ce que c'était quand il est allé là-bas. Et tout cela, bien sûr, il se contredit lui-même parce qu'il copie d'après l'autre voisin, donc Mario Gemellaro, et quand il raconte les températures moyennes à partir du juin, juillet, août sur l'Etna, on voit que ce n'était pas tout à fait possible de trouver de la neige à une moitié de pied, de jambes jusqu'au mois de septembre. Ensuite, on a tout cet imaginaire qu'il fait froid, il gèle. Il gèle en fait à 16 degrés. Il gèle à 10 degrés, mais en réalité, il gèle d'après le copain qu'il a copié, Bussière, qui lui, au mois de mai, il a bien gelé parce que tout le monde lui a dit de ne pas aller sur l'Etna à ce moment. Pourquoi il fait ça? On a quelques repères ici, déjà, les pères de désert, ça nous renvoie à Saint-Antoine, la passion de Saint-Antoine, et on va voir tout de suite cet imaginaire donc, de l'enfer. Et il y a tout un... Voilà, Dumas, il aimait bien manger. Mais quand même à tel point, parce que même s'ils ont 4 poulets et plein de fruits et tout cela, rien ne leur est assez justement pour une nuit de montée. Donc voilà, c'est la famine, c'est la maladie, c'est l'enfer, et on arrive enfin au feu de l'enfer qu'il transforme en fait de nouveau après Bussière, parce que Bussière montre sur ce cratère qui existait donc au début du 19e siècle, et il voit des échappées de soufre, de fumière, et il soupçonne qu'il y a le feu à l'intérieur de la terre, mais chez Dumas, Dumas voit le feu à l'intérieur, donc on fait un incandescent rouge et liquide. Quand nous frappions du pied, la terre résonnait au loin comme un tambour. Tout ça, c'est évidemment de l'imagination. C'est calqué après le fait que voilà, les cratères, ils étaient parfois surmontés d'une petite auréole de feu, etc. Mais c'est en totale contradiction avec ce que Bussière dit par la suite, c'est-à-dire qu'il a jeté des pierres dans le gouffre et que la pierre a sauté, mais en 1000 morceaux. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas la lave à l'intérieur de la crevasse. Donc, je mets ici parce que Jadin, on n'a pas les dessins de Jadin, mais on a cette lithographie par Ciceri, d'après des auteurs donc contemporains. Donc, la vue correspond plus ou moins, cette vue fantastique avec ce que nous dit Dumas. Et j'arrive enfin à la fin. Pourquoi tout ça? Il nous donne déjà des indices textuels. Il met en scène, en fait, une sorte d'opéra, de ballet. C'est ce qui s'est passé en 1840, et lui, il parle en 1841, il écrit cela en 1841, Le diable amoureux ou La tentation de Saint-Antoine. Tout cela sont des pièces, des romans, et ensuite transformés en pièces et en ballet à la manière de Faust, de Goethe, où il y a une tentation donc, du diable d'un bel jeune homme qui est apporté dans le désert de l'enfer. Et il cite encore
directement Ovide, mon cher Ovide. Donc, c'est sûr qu'il n'était pas très sérieux non plus, Ovide, on ne sait jamais ce qu'il pense. Voilà. Mais voilà, donc Dumas, s'il a lu quelqu'un, il a lu certainement Ovide. Et ce que Dumas voit et vit à l'Etna, c'est l'expérience du combat avec les titans et avec les géants qu'Ovide a décrit au début des Métamorphoses. Donc, il voit l'ossa sur le pélion dans ses mains s'écrouler, les corps effroyables des géants qui ont osé combattre les dieux du ciel. C'est exactement cela, repris textuellement. Il revit Dante, et donc il cite Dante, mais je pense d'après Chateaubriand, qui est aux enfers, et parce que Dumas a une ascension très curieuse du conte final, il commence à se déshabiller, à jeter son bâton, son chapeau, etc. Bon, le chapeau et le menton, on l'a vu déjà avec Goethe, donc c'était un lieu commun, donc ça apparaissait aussi, par exemple, chez Joseph-Antoine de Gourbillon, mais c'était plutôt dans la descente, ce qu'encore une fois, les étudiants vont expérimenter sur les nains quand on descend et on a envie de tout jeter, pas tout à fait à la montée, mais en fait, il y a dans Dante, dans l'enfer 24, un passage où, quand on est justement chez les hypocrites, écrasé, le vêtement devient de plomb. Et là, on est littéralement avec Dumas. Et on est dans Dumas par Chateaubriand, qui avait été son parent de mariage la même année, quand il écrit cela. Et dans Chateaubriand, chez Chateaubriand, il admire le génie du christianisme, 1827, poétique du christianisme, avec Satan à la découverte de la création. Chateaubriand fait cela par un mélange de Dante et de Milton, plus quelques auteurs anciens. Et c'est effectivement à cela que Dumas, je pense, répond, parce que Chateaubriand avait cité Milton avec le diable qui regarde a furnace mouth, and the sudden view of all this world at once. C'est le diable qui regarde cela dans le paradis perdu de Milton. Et Dumas répond de manière assez impressionnante, je pense, des impressions. Jamais je n'avais vu Dieu de si près et par conséquent de si grand. Et j'ai fini. Pourquoi autant de relations publiques avec les contemporains? Pourquoi autant de mythologie? Eh bien, parce que exactement quand il écrit cela, en 1841, Dumas est pour la troisième fois candidat à l'Académie. C'est un candidat malheureux parce que Victor Hugo lui passe devant. Et voilà comment il se moque un peu, mais gentiment, parce qu'il attend son tour par la suite de l'Académie des sciences de Paris pour l'histoire d'Inessa, de cette ville antique perdue, mais aussi de manière plus touchante, plus impressionnante, je dirais, en concluant sur ce monsieur Gemelaro, n'est même pas correspondant de l'Institut, exactement comme Dumas. Voilà. Il est vrai qu'heureusement, le bon et cher Gemelaro ne s'emporte ni mieux ni plus mal. Voilà, je vous remercie. Un grand merci, Anka, pour cette communication enlevée à souhait. Ce n'est pas bien de copier et ce n'est pas bien non plus de ne pas se relire, mais quand on le fait avec autant d'énergie et de plaisir que Dumas, c'est vraiment le plaisir du texte qui domine, je crois. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de plagiat, mais pour tirer du côté antique, plutôt d'intertextualité que les lecteurs peuvent savourer, reconnaître. On peut reconnaître aussi les armées qui s'affrontent dans Candide de Voltaire, par exemple. Le Pélion sur l'Ossa, moi je pensais aux Amours d'Ovide, le deuxième chant, le premier poème, où Ovide explique que ça y est, il avait commencé une épopée, il s'apprêtait, il était en train d'entasser le Pélion sur l'Ossa, et à ce moment-là, patatras, et ça se marque dans sa poésie, puisque à ce moment-là, l'hexamètre dactylique, marque de l'épopée, devient un distique élégiaque puisqu'on se passe au pentamètre, eh bien, il s'est retrouvé à écrire sur l'amour et en fait, Dumas fait autre chose à partir de ce qui existe déjà. Pardon, je ne monopolise pas davantage la parole. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je n'aurais pas dû. Dans ce cas-là. Pardon. Merci. Oui, c'était fort intéressant, mais vous avez parlé de Gourbillon. Et alors, en fait, Dumas n'a pas toujours été copié comme ça, parce qu'il a rendu hommage à Gourbillon dans le Capitaine Arena, quand il voyage en Sicile. Il cite un passage entier de Gourbillon en disant « Je ne pourrais pas mieux faire que de citer textuellement le texte de Gourbillon ». Donc là, il s'est incliné devant Gourbillon, qui n'était pas un littérateur aussi bon que Dumas. En fait, oui, pour la Valle del Bove, par exemple, parce que Bussière n'a pas parlé de Valle del Bove, il a copié sur Gourbillon, mais en faisant plus littéraire que ça. Donc, il le prend.
c'est vrai qu'il est plus proche de l'esprit de Gourbillon, qui est plus littéraire, que de Bussière, qui l'utilise seulement pour de l'information, pour du factuel. Hein. Merci beaucoup. J'avais juste une petite question. Cette pratique vraiment littéraire qu'a Dumas du voyage, en réalité, il en fait l'occasion pour lui de se réapproprier le voyage et d'en faire une œuvre littéraire qui va lui servir ses ambitions politiques, enfin pas politiques, mais à la fois un peu personnelles et voilà. Est-ce que c'est une pratique assez courante, j'imagine, à l'époque? Effectivement, dans l'Antiquité, ça se fait énormément. Au Moyen-Âge, on se recopie les uns les autres sur les voyages. Dumas s'inscrit plutôt dans cet héritage-là, donc plutôt que dans la pratique actuelle qui est de témoigner de son expérience personnelle. Ici, c'est plus une expérience collective, finalement. Oui et non, parce que effectivement, donc dans l'Antiquité, déjà Ovide lui-même, il citait de manière créative, mais c'était le jeu littéraire qui était intéressant parce que les gens connaissaient par cœur. C'est peut-être aussi le cas pour certains contemporains de Dumas, parce qu'il cite vraiment les textes très contemporains de ce qui sort exactement dans la même revue, c'est-à-dire par exemple ce voyage de Bussière, il est publié je crois que dans la revue de Deux Mondes, où Dumas lui-même publie des impressions de voyage, et c'est une question de semaine. Donc, je ne sais pas estimer combien le public de Dumas était au courant de tout cela, mais certainement le public était capable d'apprécier l'esprit littéraire. À la différence des anciens dont nous avons conservé les textes, Dumas, il faisait ça aussi pour de l'argent. C'est-à-dire, il s'amusait, il faisait des erreurs, il inventait des erreurs. C'est un moqueur, il connaît beaucoup de choses et il a une certaine supériorité par rapport aux autres. Mais il faisait ça vraiment pour gagner sa vie et pour vivre comme il l'entendait. Ça, c'est moins le cas dans l'Antiquité. En tout cas, on n'a pas, nous, des traces parce que les gens étaient généralement payés par les riches. Donc, voilà, donc il y a des différences, mais le principe est le même, c'est-à-dire l'interprétation créative. J'ai oublié de vous dire qu'effectivement, cette ascension de l'Edna, donc qui est une ascension vers l'enfer, juste avant un autre épisode qui est exactement de la même manière construit, c'est la tempête. La tempête, quand il traverse de l'Italie en Sicile, c'est la tempête héroïque, obligée. C'est Ulysse dans l'Odyssée, c'est Énée dans l'Énéide. C'est exactement la même chose. C'est une récréation héroïque d'un avènement. Peut-être qu'il y a eu une pluie ou une tempête, mais ce n'est pas aux proportions planétaires de déluge qu'il le présente.